Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM TV. C'est donc l'une des images du jour. Volodymyr Zelensky auprès de ses troupes dans le Donbass, comme pour mieux défier Poutine. Aujourd'hui, traditionnellement, je me retrouve sur la ligne de front avec nos soldats. Aujourd'hui, nous sommes dans le Donbass. La zone de guerre s'est agrandie, la lutte est plus dure, le prix est plus élevé. Mais ce qui reste inchangé, c'est votre courage, votre endurance, votre volonté, et donc notre liberté, votre indomptabilité, et donc notre indépendance. Le président Zelensky, qui se voit par ailleurs déjà en Crimée, mais avec nos invités, nous allons voir aussi comment la télévision russe ce soir parle de cette guerre que Poutine n'arrive pas à gagner. Nous sommes avec Oksana Melnichuk, qui est politologue, experte en communication stratégique, Dimitri Minik, docteur en histoire des relations internationales et chercheur du Centre Russie de l'IFRI. Christian Macarion nous a rejoint, chroniqueur international au Point et à Radio Classique. Vous êtes un spécialiste de la politique étrangère. Et nous serons par Skype avec le général Patrick Dutartre, général de l'armée de l'air et ancien pilote de chasse. Christian Macarion, je commence avec vous. Ces deux images à 24 heures d'intervalle entre Poutine et Zelensky, est-ce que ça montre le vrai rapport de force entre les deux hommes ou c'est juste de la communication de guerre? Alors, la communication fait partie de la guerre, en l'occurrence, non pas au stade opérationnel ou strictement militaire, mais ça fait complètement partie d'une opération de démoralisation de l'adversaire et de galvanisation de ses propres troupes. Alors que ce soit Poutine conduisant un véhicule sur le pont de Kerch ou bien Zelensky allant au contact, puisqu'il était à 40 km à peu près de la zone de feu. Absolument. C'est vraiment pas loin, à Bakhmout, c'est vraiment pas loin. Donc chacun dans son registre rassemble ses troupes et joue sa partition. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'un est envahi et il est sur le terrain, l'autre a commencé par dire que ceci n'était pas une guerre. Donc c'est une opération militaire spéciale. Donc il reste scotché à cette attitude-là, qui est distancielle, n'est-ce pas? Une espèce de surplomb qu'il essaie de conserver. Et qu'il conservera jusqu'au bout? En tout cas, ça commence à susciter pas mal de critiques à l'intérieur même de la sphère médiatique russe. Donc est-ce que Poutine n'est pas maintenant, n'apparaît pas décalé? C'est la question qui se pose, décalée par rapport à son message, à sa communication et à l'état. Enfin, il l'est depuis le départ. La question, c'est ce qu'il commence à l'être dans son propre pays. Voilà, c'est cela. Ou auprès de ses alliés. C'est cela, auprès de ses alliés et à l'intérieur de sa propre famille, de son propre système. Général Patrick Dutartre, l'autre fait marquant, ce sont donc ces attaques de drones ukrainiens sur les bases russes. On en a eu 3 en 24 heures et encore ce matin à la frontière. Les Russes sont-ils fragilisés par ces attaques? C'est indubitablement un événement nouveau dans le déroulé de cette guerre. C'est la première fois que les Ukrainiens ne disposant pas d'aviation, en fait, ou très très peu d'aviation depuis le début de la guerre, là vont frapper la Russie dans la profondeur. Si ces frappes effectivement de drones Tupolev 141 sont bien confirmées. Je rappelle que ce drone-là, c'est d'abord un drone de reconnaissance qui a été construit dans les années 70 par les Russes, qui doit faire un aller-retour. Et manifestement, l'ingéniosité ukrainienne a transformé ce drone de reconnaissance en drone d'attaque et de bombardement. Donc c'est aussi une réussite des ingénieurs ukrainiens, je vous ai bien compris. Absolument, absolument, parce que ce drone n'était pas fait pour ça au départ, même il a été très peu utilisé, je crois, par les Russes dans cette vocation-là, et c'est une des premières, en tout cas à ma connaissance, que l'on observe, un drone de fabrication russe, en tout cas transformé comme ça, un drone à réaction, presque 1000 km de portée, et c'est ça qui est vraiment nouveau, c'est d'aller attaquer si loin dans la profondeur du territoire russe. Le fait que l'on vise des bases aériennes, vous qui êtes vous-même un aviateur, et en Russie, ça a une portée conséquente? Ah oui, absolument, parce que en fait, qu'est-ce que subit l'Ukraine malheureusement depuis des semaines, voire des mois? Des bombardements. Le front. Voilà, des bombardements tout azimut, et la plupart des bombardements sont effectués par l'aviation russe avec des Tupolev de différents calibres en fait dans l'histoire, notamment des Blackjack qui d'ailleurs c'est un Blackjack qui a été touché, un Tupolev qui a été touché par l'attaque de ce drone en fait sur la base de Engels. Engels, c'est 700 km de la frontière ukrainienne quand même. Oui. Donc c'est une réussite particulière et ça amène une question, Oksana Melnichuk. Pourquoi les Ukrainiens ne revendiquent jamais ces attaques qu'ils mènent? Parce qu'on est modeste. Non. Tout à l'heure, vous m'avez fait. Vous m'avez dit, vous savez, on a une âme cosaque, etc. Bon, alors, si les Cosaques sont modestes maintenant, je m'inquiète. Non, mais très sincèrement. Je ne comprends pas, en fait. Pourquoi on ne revendique pas ça? C'est dans notre esprit, vraiment, on n'écrit pas derrière, c'est nous, on fait le travail et on est tranquille. Mais vous savez, je voudrais rappeler... C'est bizarre, j'ai du mal à vous croire. Mais vous savez... je pense qu'il y a quand même autre chose derrière. Non, il faut savoir que l'Ukraine, c'était toujours, depuis le début de l'Union soviétique, c'était une HAP
technologique de l'Union soviétique. Tous les cerveaux étaient sur l'Ukraine. Toutes nos institutions, les instituts, les grandes écoles, et surtout Yuzhmash, c'est une grande usine à Dnipropetrovsk, c'est les Ukrainiens qui fabriquaient l'armement nucléaire de l'Union soviétique. Oui. Donc nous avons vraiment l'ingénieur et toute une école qui est très... Antonov, par exemple. Qui était ukrainien. Qui est ukrainien. Antonov était ukrainien? Oui. Ah oui, c'est à Kiev. C'est mon papa qui le fait, les Ruslan et les Mriya, j'ai survécu avec tout ça. Et nous avons aussi les grandes écoles polytechniques à Kiev qui ont maintenant les start-up. Les jeunes de 18 ans, 19 ans, ils inventent les trucs énormes maintenant. Tout ça pour le front, pour la victoire. En quelques mots, pourquoi ils ne revendiquent pas? Parce que ça fait partie. On doit filer pour s'occuper de la télé russe. Ça fait partie de la stratégie militaire que de ne pas revendiquer afin que l'adversaire comprenne très bien de quoi il s'agit. Les hommes techniques, combat se comprennent et ils ont reçu, les Russes en l'occurrence, la leçon 5 sur 5. Oui, et puis c'est aussi, je pense, pour ne pas embarrasser les alliés de l'Ukraine. Vous avez raison. C'est une remarque assez finaude. Alors on va voir comment la télévision russe, elle, parle de Volodymyr Zelensky. Je pense que l'Église orthodoxe devrait proclamer que Zelensky est officiellement l'antéchrist. Il est l'antéchrist officiel. Du point de vue de la religion orthodoxe, cet homme est l'antéchrist classique. Nous devrions oublier le nom de Zelensky. Nous devrions simplement l'appeler l'antéchrist. Il l'a formalisé officiellement, par écrit. Il a fait un pacte avec le diable. Mais comment, excusez-moi, les Russes peuvent prendre ces moments de délire, de propagande russe à la télévision? Il faut prendre le discours à l'envers. Si vous qualifiez Zelensky d'antéchrist, ça signifie que vous êtes vous-même porteur d'une mission messianique. Et c'est comme ça que la Russie envisage, en tout cas le patriarche Kirill et Poutine dans ses délires, y compris l'ex-président Medvedev, qui utilise beaucoup ce langage. Ils ont parlé de satanisme aussi. La Russie est inexpugnable. C'est une citadelle assiégée. C'est la 3e Rome depuis la chute de Constantinople. Ce sont des théories complètement fumeuses. Il s'agit d'une idéologie. Je parle sous le contrôle de mon voisin historien. Il s'agit d'une idéologie et d'une construction d'un storytelling du roman national qui a été génial à un moment, puisque ça a très bien fonctionné, mais qui attribue à la Russie une fonction sacrée. Donc, par définition, l'adversaire de la Russie, c'est le diable. Et donc, il y a, Dimitri Minik, un vrai poids de l'Église orthodoxe dans cette guerre. Au moins symbolique. Les orthodoxes russes, il faut le préciser. Oui, bien sûr. Non, mais évidemment, au moins symbolique. Mais ils ont même été intégrés, si vous voulez, dans les structures militaires de soutien psychologique aux hommes, dans la nouvelle direction politico-militaire de l'état-major. Donc évidemment, ils jouent un rôle important dans la société en général, et aussi en tant qu'outil d'influence extérieure de la Russie. Donc là, ils jouent leur rôle pleinement. Mais j'aimerais bien, rebondir sur ce que disait mon voisin. Effectivement, en fait, la Russie utilise ces idéologies pour, si vous voulez, habiller des croyances anciennes, des croyances profondes qu'ont leurs élites politiques et militaires, et pas que les Siloviki. C'est-à-dire, à mon avis, 2 croyances fondamentales, c'est que la Russie, le monde est hostile à la Russie, profondément et par principe, et que, notamment l'Occident, est omnipotent et omniscient. Et ça, en fait, ce qu'on entend là, à la télé russe, alors effectivement, c'est spectaculaire, et puis c'est grotesque, mais vous savez, ils ont dit, il y a pas longtemps, que les Ukrainiens étaient moches. Et que du coup, pour cette raison, il fallait pas avoir de pitié. Donc, vous voyez, ce sont des délires absolus, mais qu'on lit beaucoup. Et je pense que un écho. En France, on serait frappé, je pense, de lire ce qu'ils écrivent. À la fois les élites politiques et les élites militaires de très haut niveau. Ce qu'ils écrivent crûment à la fois sur l'Occident, mais aussi sur l'Ukraine. Alors, autre séquence de celui qui est sûrement le plus célèbre propagandiste de Poutine à la télévision russe, Vladimir Soloviev. Et si on arrêtait de s'embêter avec l'Allemagne? Et si on se mettait à détruire l'Allemagne? L'Allemagne a un gros pourcentage de population turque, un large pourcentage de population parlant russe, un grand nombre de migrants. Tous ces gens ont des valeurs fondamentalement différentes de celles des politiques allemands. Qui dit que nous sommes intéressés par l'existence d'une Allemagne unie? L'unification de l'Allemagne est récente. Peut-être que nous nous intéressons davantage à l'émirat de Berlin et à la Poméranie libérée. Pourquoi voudrions-nous parler sérieusement du futur de l'Allemagne, qui n'est pas intéressant pour nous et ne nous profitera d'aucune manière? L'Europe travaille à l'effondrement de la Russie. Pourquoi on ne ferait pas la même chose avec elle? J'ai rêvé où il envisage de récupérer une partie de l'Allemagne, de ce qu'on appelait l'Allemagne de l'Est. Non, c'est exactement ça. Il fait allusion à l'Allemagne de l'Est, qui, d'après son esprit à lui, appartenait, n'est-ce pas, il n'y a pas d'autre terme, à l'URSS. Mais il y a quelque chose de très important par rapport aux Allemands. Dans l'âme russe et dans le souvenir historique russe, les Allemands, évidemment,
pèse un poids considérable. Ça évoque la Grande Guerre patriotique, la grande victoire de la Russie sur l'Allemagne nazie. Et cette façon d'utiliser toute cette mythologie, ce micmac auquel procède Soloviev, est quelque chose qui a pour but d'entretenir régulièrement auprès d'un public qui n'est pas nécessairement très instruit et pas très historien, d'entretenir tout le temps la même idée et la même idéologie. La Russie est pure, elle est environnée de pays hostiles. Et cette hostilité définit la Russie comme un joyau, celui de la vraie foi, la foi orthodoxe, mais celui aussi des vrais dirigeants forts, puissants, qui défendent le peuple. C'est une manière de justifier un pouvoir fort. Quand vous dites que vous êtes entouré d'ennemis, ça justifie un pouvoir dictatorial. Et ça, c'est vieux comme le tsarisme. Et je pense que M. Minik sera d'accord avec moi, les tsars ont recouru à ça et les soviets l'ont repris des tsars. C'est quelque chose qui est très ancien, très enraciné. Et ce qui est frappant dans cette phase du conflit où la Russie, franchement, est mal en point... c'est un contre-courant total de ce qui se passe sur le terrain. Complètement mal en point, c'est qu'à l'intérieur, on raconte une histoire, une espèce de blanchisserie idéologique complètement à l'opposé de la réalité militaire en Ukraine. Dernière séquence, toujours sur la télévision russe, sur les enfants ukrainiens emportés en Russie. Andrzej Duda, le président polonais, déclare que la Russie enlève des enfants ukrainiens pour les emmener sur son territoire. Mais pourquoi devrions-nous les laisser à la merci de leurs balles, de leurs bombes polonaises? Eux-mêmes, ils prennent des enfants ukrainiens et les emmènent en Pologne et ailleurs. Et c'est considéré comme normal. Nous nourrissons ces enfants, nous leur donnons des vêtements, des chaussures, nous les emmenons à l'école. Je sais pas quoi. Enfin, qu'est-ce que ça nous dit du régime de Poutine? Vous savez, je vous remercie de monter cette question parce que c'est vraiment la question maintenant au centre de toutes les intentions. Et First Lady ukrainienne va venir bientôt à Paris pour en parler également. Il y a 500 000 enfants déportés. 500 000, un demi-million. 500 000. Il y a 2,5 millions de population ukrainienne qui est déportée en Russie, dont 500 000 enfants qui sont déportés. Et parfois, ils sont déportés, ils sont vraiment séparés de leurs parents vivants et on les adapte dans les familles. Récemment, la semaine dernière, mardi dernier, il y avait une chose épouvantable qui s'est passée à Lugansk. Il y avait 10 500 enfants qui ont signé par la force le lettre en reconnaissant qu'ils sont malades mentales et qu'ils ont besoin de l'aide et le traitement psychiatrique en Russie. C'est épouvantable. Voilà. Et les juristes et les magistrats avec lesquels on a travaillé la semaine dernière sur la question de la tribunal international spécial, ils ont dit que tous ces faits, ce sont les faits de le génocide. Ça, c'est qualifié par les juristes. Le fait de déporter par la force des enfants, de les priver de leur famille, de leur langue, de les instruire avec l'idéologie russe, c'est vraiment qualifié par les juristes comme le génocide. Général Duttard, je voulais savoir comment vous réagissez à ce qu'on vient d'évoquer, parce que c'est pas le problème d'un militaire, mais je suis sûr que vous avez une sensibilité à cette question. Oui, il faut bien sûr vérifier tous ces chiffres. On n'a pas beaucoup d'énormes éléments là-dessus, mais c'est inadmissible, évidemment. Hein. Ce qui est terrible à écouter à la télévision russe comme ça, c'est que, en fait, comme Poutine d'ailleurs, certains commentateurs croient à leur propre discours. En fait, c'est ça la difficulté, c'est que Poutine croit à sa propre politique, mais il est convaincu de ce qu'il dit, de ce qu'il pense, en fait. Et c'est ça qui est terrible. Et il est complètement, bien sûr, déphasé, décalé avec notre vision et la vision ukrainienne. Et c'est ça qui est terrible. Et il n'est pas le seul, en fait. Et c'est terrible d'observer ça. Et il n'y a pas de mots pour qualifier ces déportations d'enfants, évidemment. Dimitri Minik. Tout à fait. D'ailleurs, je pense qu'il faut faire un rapport direct entre les séquences insultantes et dévalorisantes et déshumanisantes qu'on a vues avant et ces actes qu'on qualifiera plus tard, mais qui sont des actes ignobles. Et au fond, tout à l'heure, on parlait de l'Allemagne. Vous voyez, tout ça est très cohérent finalement, parce que ce que Soloviev disait terriblement cohérent. Oui, terriblement cohérent. Ce que Soloviev disait sur la désintégration de l'Allemagne, en fait, c'est toutes ces croyances, tous ces discours qui mènent à une radicalité, non seulement du discours, mais in fine, une radicalité physique, qui est sur le terrain. Et petite parenthèse sur l'Allemagne, ce qui enrage Soloviev, c'est que l'Allemagne s'était considérée par l'Union soviétique, puis essentiellement par la Russie poutinienne, comme le cheval de Troie de l'influence russe en Europe. Et il ne faut pas oublier, bien sûr, la Seconde Guerre mondiale, le souvenir de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi, au-delà de la Seconde Guerre mondiale, il y a l'idée que l'Allemagne, au fond, ça permettait, avec Yalta, ça donnait à la Russie des droits, à l'Union soviétique et à la Russie ensuite, des droits de gouverner sur l'Europe. En fait, c'est ça aussi. Yalta, l'Allemagne, ça représente ça pour les Russes. Ça, c'est Yalta, et Yalta égale droit des Soviétiques et des Russes à gouverner une partie de l'Europe. Yalta et Potsdam.
Il y a l'alter et les Potsdam, Et bien sûr. Potsdam, oui, tout à fait. Ce qui est effrayant, c'est que les Russes... On va quand même rappeler qu'il y a eu un pacte germano-soviétique Oui. avant que les Russes deviennent des... Enfin, pardonnez-moi, les Ribbentrop. Soviétiques deviennent des héros de cette Seconde Guerre mondiale par ailleurs. Hein. Je pense qu'il est bon de le rappeler de temps à autre. Signé par les deux ministres des Affaires étrangères, von Ribbentrop pour l'Allemagne et Molotov pour la Russie. Et ce pacte est sorti largement des programmes scolaires et M. Vladimir Poutine le nie fréquemment dans ses discours. En tout cas, il l'occulte complètement parce que pour lui, c'est pas un référentiel, n'est-ce pas, très glorieux, et c'est un référentiel qui va à l'encontre de la grande victoire de la guerre patriotique. Mais ce qui est effrayant dans tout ce déplacement de personnes, c'est qu'on assiste à une véritable, et je pense qu'il faut prononcer le terme, ingénierie ethnique. C'est-à-dire que la Russie a préparé des plans. Ça ne s'improvise pas des affaires comme ça. Des plans de déplacement de population, de recasement des enfants, soit auprès de familles russes à l'intérieur de la Russie, soit auprès d'institutions. Et dans les détails, j'ai eu personnellement reçu des informations tout à fait abominables. Un des préleveurs d'enfants dans le Donbass, par exemple, avait refusé les enfants handicapés. Il ne veut que des enfants, n'est-ce pas, porteurs sains, athlétiques, de manière à, si j'ose dire, améliorer la race. Et là, on est dans une ingénierie. C'est là qu'on est dans une ingénierie ethnique. Dans la projection accusatoire tout le temps en fait. Là, c'est effectivement on est là-dedans et parfois on a pu parler de Douguine et on l'a souvent rapproché de Poutine avec excès évidemment. Mais dans ces écrits de ces théoriciens russes, géopoliticiens et autres, il y a une dimension biologique qu'il faut prendre en compte, qu'on a ignorée en fait jusqu'à aujourd'hui. Mais ces gens-là ont beaucoup parlé de gènes et beaucoup parlé de biologie des années 90, 2000, 2010. Voilà ce que nous pouvions vous dire ce soir. Merci.